un territoire immense, confronté à des actes d'attentats et d'embuscades lâches et meurtriers. Je regrette par ailleurs que les pays européens également concernés par le terrorisme ne soient pas significativement à nos côtés au Sahel, malgré la mise en place de la task force Takuba, bien que Madame la Ministre ait apporté quelques éléments positifs. Tout en rappelant quand même que depuis le Brexit, la France est désormais la seule puissance au sein de l'Europe à siéger comme membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, puisqu'elle porte la dissuasion nucléaire, qui contribue à la sécurité de tous. Je rappelle cela pour ceux qui constamment comparent aveuglément notre déficit public à celui de nos voisins. Pour ce qui concerne le sujet qui nous préoccupe aujourd'hui, ne craignez-vous pas, Monsieur le Ministre, que ces milices ou ces mercenaires, une fois empêchés d'intervenir en Libye, ne viennent renforcer d'une manière ou d'une autre les groupes armés terroristes au Sahel, mettant de fait en danger nos soldats de l'opération Barkhane? Dans l'hypothèse donc où ce risque existerait, et dont vous ne manquerez pas d'analyser la pertinence, comment l'anticiper afin que nous prenions dès aujourd'hui les mesures qui s'imposent afin de ne pas exposer plus encore nos soldats au Sahel? Je vous remercie. Merci, cher collègue. Monsieur le ministre, pour 2 minutes également. C'est-à-dire, c'est compliqué, Monsieur le Président, Monsieur le sénateur Guilleul, de parler de la Libye en 2 minutes, tant son histoire est complexe et sa réalité politique, administrative et militaire et économique est confuse. Simplement, il peut y avoir parfois des bonnes nouvelles venues de Libye. Ça peut arriver. Et là, honnêtement, le fait qu'il y ait un cessez-le-feu qui soit respecté et qui a été acté le 23 octobre dernier, qu'il y ait l'idée d'organiser des élections le 24 décembre qui vient, ce cessez-le-feu est respecté. La projection pour les élections de 24 décembre de cette année est aussi toujours en cours. Alors, par rapport à votre question, la seule difficulté, c'est que M. Aguila Saleh, dont vous avez parlé longuement, que vous avez reçu ici, ainsi que M. Bachaga, ont été battus aux élections internes du Conseil de transition, du forum politique qui réunit les différentes composantes de ce que peuvent représenter les partis libyens. Il importera maintenant que le nouveau président, M. Menfi, et le Premier ministre futur potentiel, M. Beïda, soient validés par le Parlement de Tobrouk et par le Haut Conseil de Tripoli. J'espère que ça va se faire. Et ensuite, que ce soit un processus politique qui, à ce moment-là, serait positif, sous réserve qu'une des clauses de l'accord du 23 octobre, qui prévoit le départ des forces étrangères, soit effectivement respectée. Et nous souhaitons, nous, faire valider tout cela par une résolution des Nations Unies. C'est notre rôle. Nous allons le faire. Alors, il y a effectivement un lien avec le Sahel, même si parce que la sécurité de la frontière sud, la sécurité du faisan, c'est évidemment une garantie encore plus forte pour éviter les porosités en tout genre qui peuvent exister, les trafics en tout genre qui peuvent exister. Merci, Monsieur le ministre. La parole est à Madame Michèle Gréaume du groupe communiste républicain citoyen écologiste pour 2 minutes. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Comme le disait mon collègue Pierre Laurent tout à l'heure, nous pensons que la France doit changer de braquet au Sahel. À ce titre, nous arrivons au bout de notre modèle d'action fondé avant tout sur le militaire, malgré des concepts comme les 3D ou le continuum sécurité-développement. Se pose dès lors la question de nos perspectives en matière de développement et de diplomatie. Le 10 décembre dernier, le bureau du conseiller spécial pour l'Afrique de l'ONU, ses représentations permanentes de l'Afrique du Sud et du Nigeria, ainsi que l'Union africaine ont proposé une nouvelle note sur les flux financiers illégaux en Afrique. Cette dernière, s'appuyant sur la feuille de route de Lusaka prise à l'initiative de l'Union africaine en 2016, dresse un tableau essentiel de la situation et des objectifs à atteindre. Ainsi, les flux financiers illégaux participent chaque année à la fuite de 88,6 milliards de dollars du continent. Cela représente presque autant que les rentrées annuelles combinées de l'APD et des investissements étrangers en Afrique. Et ce sont autant de milliards d'euros qui maintiennent les États en état de sous-développement, aggravent la pauvreté et facilitent d'autant le recrutement des groupes armés terroristes et créent des conflits entre les communautés.
Parmi les recommandations de ce document, on retrouve des éléments centraux comme la suppression des paradis fiscaux offshore qui permettent un accès rapide aux richesses illégalement acquises, mais aussi un renforcement des dispositifs de restriction de circulation des armes. De plus, la question de l'opérationnalisation du Fonds spécial de l'Union africaine de prévention et de la lutte contre le terrorisme est posée. Enfin, cette feuille de route fait de la lutte contre la corruption, du renforcement institutionnel des États et du renouvellement des élites politiques une priorité. L'ensemble de ces préconisations faites par et pour les Africains sera-t-il activement soutenu par la France? À ce titre, le prochain sommet du N'Djamena peut-il être l'occasion de réunir les moyens de la rendre opérationnelle? Merci. Merci, Monsieur le ministre. Oui, Madame la sénatrice, la question que vous abordez n'est pas spécifique au Sahel, même si le Sahel, comme les autres États africains, est concerné par ce phénomène gravissime des flux financiers illicites en Afrique. Vous avez raison de citer ce rapport de la CNUSED qui met le doigt sur ces dérives considérables et cet trafic inacceptable. L'enjeu, à notre avis, c'est que et l'Union africaine et la nouvelle zone ZLECAf que l'Afrique a mis en place pour assurer une meilleure capacité de développement et un contrôle des flux soient mises en œuvre. Et donc, nous n'avons pas à nous substituer à l'initiative que pourrait prendre l'Union africaine, qui vient de reconstituer ses responsabilités la semaine dernière et qui doit se saisir de cette nécessité de transparence des flux financiers en Afrique. C'est d'ailleurs la même exigence que nous avons à l'égard de la corruption. Et concernant la corruption et la sécurité des flux financiers, je dois vous dire que nous sommes très attentifs au Sahel, puisque c'est le sujet du débat d'aujourd'hui, de vérifier que l'ensemble des bénéficiaires des aides fassent l'objet d'un criblage de sécurité avant le bénéfice de l'aide. C'est un sujet compliqué à mettre en œuvre, mais c'est une nécessité indispensable pour éviter les dérives. Merci, Monsieur le ministre. La parole est à Olivier Cadic pour le groupe Union centriste pour 2 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le ministre, Monsieur le Président de la Commission, mes chers collègues, comme tous les membres de l'Union centriste, j'ai une pensée particulière pour notre ami et notre ancien collègue Jean-Marie Bockel et sa famille. Je remercie Monsieur le Président Cambon d'avoir rappelé que le lieutenant Pierre-Emmanuel Bockel aurait dû fêter ses 30 ans aujourd'hui. Nous souhaitons rendre hommage aux 55 militaires français tombés au combat et aux centaines de victimes dans les rangs de nos alliés du G5 Sahel qui payent un lourd tribut pour le rétablissement de la paix dans leur région. Afin de préparer ce débat parlementaire sur l'opération Barkhane, je me suis rendu au Tchad, au Burkina Faso et au Mali. Tous mes interlocuteurs, qu'ils soient politiques, militaires, diplomates ou encore nos compatriotes établis dans ces pays, tous expriment le besoin de la présence Barkhane sur le terrain. Ils reconnaissent la prouesse militaire de l'armée française, que je veux saluer ici, faisant énormément avec si peu pour un si vaste territoire. Lors de ma première visite à Ouagadougou il y a 4 ans, la carte du Burkina Faso de conseil aux voyageurs du ministère des Affaires étrangères était jaune avec une bande rouge à la frontière nord avec le Mali. Désormais, elle est majoritairement rouge avec le cœur du pays et sa capitale en orange. Lors de mon entretien avec M. Roch Kaboré, le président du Faso a considéré que le combat mené par les États de la région vise à contenir la menace, l'extension du phénomène en direction des pays côtiers se faisant sentir. La carte conseil aux voyageurs des pays côtiers, comme la Côte d'Ivoire, Bénin, Ghana, Togo, affiche actuellement la même couleur que le Burkina Faso il y a 4 ans. La France envisage-t-elle des initiatives diplomatiques pour aider les pays côtiers à anticiper la menace terroriste qui les vise directement et pour accroître leur coopération militaire avec les pays du G5 Sahel? Le président de l'Assemblée nationale du Burkina, M. Alassane Bala Sakandé, m'a décrit son pays à l'image d'une digue. Pour que la digue tienne, il faut que l'économie tienne. À Bamako, nos entrepreneurs me faisaient remarquer qu'il est moins cher et qu'il fallait 3 fois moins de temps pour amener un conteneur de France à Dakar que de Dakar à Bamako. La France compte-t-elle favoriser la création de corridors commerciaux depuis ces pays enclavés vers la mer en relançant par exemple le Dakar-Bamako ferroviaire à l'arrêt depuis 2018 ? Je vous remercie.
Merci, cher collègue. Monsieur le ministre. Oui, sur les deux questions posées par le sénateur Cadic, elles sont tout à fait pertinentes. Sur la première, j'ai répondu tout à l'heure dans mon propos qu'il était indispensable de faire en sorte que les pays du Golfe de Guinée, les pays du Sud, puissent se travailler ensemble pour assurer la sécurité de leurs frontières nord. Non pas de rentrer dans le G5 Sahel, mais d'avoir une coopération entre eux pour assurer la sécurité de leurs frontières nord, à la fois dans le domaine du renseignement, c'est très important, et aussi dans le domaine de la sécurité, avoir une relation avec leurs unités présentes. Il y a une initiative du président Akufo-Addo, président du Ghana, j'en ai parlé, qui s'appelle l'initiative d'Accra, qui va en ce sens. Et comme le président Akufo-Addo sera présent à N'Djamena, ce sera aussi l'opportunité de dérouler cette coordination indispensable. Et sur les infrastructures ferroviaires, c'est un vieux sujet africain. Et il y a des nécessités tellement évidentes de renforcer les liens ferroviaires entre les différents pays qu'on n'arrive pas à imaginer que ça ne soit pas encore mis en place. Je pense en particulier à Dakar-Bamako, mais pas uniquement. Il y a aussi Abidjan-Ouagadougou et au-delà, toute une série de projets qui ont eu lieu et qui sont aujourd'hui en stagnation. Le Dakar-Bamako, il est bloqué pour l'instant. Et donc, il nous faut trouver les moyens de mobilisation financière et puis d'équilibre financier pour assurer ce type de relance et éviter que ce soit d'autres qui le fassent à la place, entre autres, des Européens ou des Français. Merci, Monsieur le ministre. La parole est à Yannick Vaugrenard pour le groupe socialiste, écologiste, républicain pour 2 minutes. Oui, merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Mes premières pensées vont à nos soldats morts, combattant pour nous permettre de profiter durablement de notre chère liberté qui, douloureusement ici, a le cruel prix du sang. 8 longues années après l'engagement de la France répondant à l'appel des autorités maliennes afin de stopper le risque majeur d'un djihadisme tentaculaire, nous sommes amenés en toute logique et sereinement à dresser un ou des constats, ceux-ci en pleine responsabilité. Et du coup, il me semble important qu'une fois l'an, notre Haute Assemblée puisse avoir ce type d'échange avec les 2 ministres concernés lorsque nos militaires sont engagés en opération extérieure. Fallait-il intervenir? À l'évidence, oui. Notre pays ne pouvait détourner honteusement son regard devant cette impérieuse nécessité. La France peut-elle rester éternellement? Assurément non. En effet, chacun s'accorde à dire que ce conflit, comme d'autres bien avant, ne se gagnera pas militairement, mais politiquement. Or, l'histoire nous enseigne que si l'intervention militaire ne s'accompagne pas d'un regard sur l'évolution démocratique, puis économique, sociale et enfin éducative, cela ne peut fonctionner durablement. Sans quoi, ceux qui ont applaudi à notre arrivée manifesteront quelques années plus tard pour nous demander de partir. S'agissant de l'évolution démocratique, nous savons que le népotisme habituel était resté malheureusement présent. Notre assistance continue ne mériterait-elle pas aussi d'être considérée en fonction des réels soutiens apportés ou pas par nos partenaires occidentaux? Sans eux, la France seule a-t-elle vraiment les moyens de son ambition? Par ailleurs, nous le constatons de plus en plus, une guerre de communication pernicieuse s'est engagée au Sahel. Chine et Russie y jouent un rôle majeur et tentent de discréditer notre pays pour prendre pied en Afrique avec les enjeux économiques qu'il est aisé de deviner. Cet aspect géopolitique devient majeur. Dans ce nouveau cadre, pensez-vous que les États-Unis, qui nous aident militairement aujourd'hui, puissent renforcer leur soutien et accompagner la France, mais aussi l'Europe, pour éviter que le continent africain ne devienne étroitement dépendant de l'influence russo-chinoise grandissante? Merci, chers collègues. Monsieur le ministre. Monsieur le sénateur Vaugrenard, je ne vais pas revenir sur les constatations que vous avez faites il y a un instant, puisque j'ai déjà, je crois, par anticipation, répondu dans mes propos tout à l'heure, sauf un point qui concerne l'action des États-Unis. Nous avons, il y a deux types,
plusieurs types de relations que nous devons avoir avec les États-Unis concernant le Sahel, puisque je me concentre sur ce sujet. Il y a d'abord le soutien militaire aux opérations conduites par Barkhane. La ministre des Armées a évoqué ce soutien. Moi-même, j'en ai parlé dans mon discours de tout à l'heure. Il nous seconde dans le domaine du transport, dans le domaine du ravitaillement en vol et dans le domaine du renseignement par drone. Cette présence est très importante pour nous, je pense pour l'opération Barkhane. Je n'ai pas le sentiment qu'elle sera remise en cause. Il y avait eu des tentations sous l'administration précédente sur ce sujet. Plusieurs moments où on avait eu le sentiment que l'administration américaine voulait retirer ce soutien qui n'est pas extrêmement important puisque c'est 0,0035 du budget de la défense américaine. Mais il est essentiel, et je crois que les conversations que j'ai pu avoir avec mon homologue Anthony Blinken et les conversations que la ministre des Armées a pu avoir avec son nouvel homologue aussi nous laissent à penser que ce soutien va se poursuivre. Il y a un autre aspect qui n'est pas secondaire, qui est le Conseil de sécurité. Puisque, en particulier, les opérations de la MINUSMA supposent une décision au sein du Conseil de sécurité qui est renouvelée tous les ans. Et nous avons eu parfois des difficultés à avoir la validation du Conseil de sécurité avec les risques d'un veto américain sur cet engagement. Et là, nous allons avoir cette discussion avec les autorités américaines, puisque la décision du renouvellement interviendra au mois de juin. Et donc il faut nous préparer pour, en particulier, apporter, au-delà du réengagement de la MINUSMA, apporter un soutien logistique et financier à la force conjointe par le biais de l'inscription de cette force conjointe sous le chapitre 7, ce qui permettrait de régler sur la durée le financement de cette force. Et ce serait une avancée très significative. En tout cas, nous sommes dans cette démarche-là pour seconder le mécanisme européen de financement. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Gérard Longuet pour le groupe Les Républicains pour 2 minutes. Monsieur le Président, Madame le Ministre, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, sur le fond, avec autorité, avec gravité, mais avec mesure, Christian Cambon et Bruno Retailleau ont exprimé le point de vue du groupe républicain. J'y adhère totalement. Ma question s'adressera d'une part à Madame Laurence Parly et à Monsieur Le Drian. À Madame le ministre de la Défense, je voudrais lui poser la question suivante. À quel niveau de participation européenne estimez-vous que la force Takuba représentera une véritable coopération de pays volontairement et profondément associés à notre effort, afin que la France ne soit pas seule et que ces participations qui sont significatives, courageuses, mais qui restent très minoritaires, puissent revêtir un signal fort d'un soutien européen à notre opération Barkhane, qui est l'opération de toute une région africaine. Au ministre des Affaires étrangères, je voudrais poser la question suivante. P3S, partenariat, stabilité, sécurité, Sahel. Quelle est votre attitude vis-à-vis de 3 grands pays, la Turquie, présente en Libye, vous l'avez évoqué, au Soudan, en Somalie, à Djibouti. Voulez-vous l'associer pour la mettre au défi de prendre ses responsabilités au-delà du simple discours idéologique? Même motif, même punition pour la Russie, curieusement passionnée par la RCA.